c'est votre rendez-vous quotidien à la une de ce mercredi soir, les 5 premières minutes chargées d'émotions du concert d'Eagle of Metal à l'Olympia à Paris. Peter Bogdanovich a annoncé qu'il aimait beaucoup, qu'il aimerait d'ailleurs beaucoup être une star du système à l'ancienne parce que les acteurs avaient de grandes personnalités. Avec César, la déclaration ambiguë des frères Cohen à Hollywood. Et puis enfin notre éclairage du mercredi soir, comment comprendre d'où vient la crise financière mondiale, d'une nouvelle crise de finances. C'est ce que nous découvrirons. Le groupe américain Eagle of Metal a donné son premier concert à Paris depuis les attentats survenus le 13 novembre dernier et le 16 novembre. Voici pour le Grand News ces quelques images. That you want me to be.
89 seconds of silence, please. Let's take a moment to remember, and we get back to the fun. À travers le récit de deux projets, Peter Bogdanovich décrit les mécanismes de l'âge d'Hollywood. Je vous propose de regarder cet entretien qui est signé ce soir Jean-Baptiste Labocta. Attention, ce soir, donc ces images sont bien sûr tournées à Hollywood, donc c'est bien sûr en sous-titré. Regardez. The best westerns were already made, so I was going to try to do one that summed it up in a way. You know, do a final kind of summation of the Western. But again, it was keyed off of those actors. You know, that was the great thing about the star system in the golden age of Hollywood, because you had stars, you could write for them, and their personalities, their star personalities, were part of the character. So it enriched the character. It was a great way to work. It made a lot of sense. Now nothing makes sense. After I made What's Up Doc, I had a deal at Warner Brothers for 3 pictures. And I said to the studio, I want to do a Western. And they said, okay, who's going to write it? I said, Larry McMurtry, who wrote the novel on which The Last Picture Show was based. McMurtry writes brilliant regional dialogue. You know, he has a real ear for the Southern and Western American dialogue. So they said, okay. And I got in touch with Larry and I said, look, I want to do a Western. I want you to write it. And we want to use John Wayne, Jimmy Stewart, Hank Fonda, Sybil Shepherd, the Clancy Brothers, which is an Irish singing group, Ben Jonson, Cloris Leachman, Ellen Burstyn. He said, Jesus Christ, all right. And Larry says, what kind of Western do you want to write? Do you want to do? And I said, a trek. They start somewhere and they go somewhere. And he said, well, we might as well start at the Rio Grande and go north. I said, fine. He says, what's the trek? What are they with? Cattle? I said, no, Red River did cattle. Let's do horses. So we did horses. And then we talked about the characters and we exchanged ideas and worked on it for 2 or 3 days. And came up with a pretty good story. And I said, go ahead, Larry, you go home back to Texas and start writing, send me pages. He sent me 350 pages. And it was all brilliant, but obviously it's too long. So I cut it down to about 150, and we sent it to the actors. Fonda said immediately yes, loved it. Jimmy Stewart said, well, if Duke's going to do it, I guess I will do it. Why do I let the horses go? And I said, well, Jimmy, we'll make that clearer in the next draft. All right. And Duke turned it down. Duke Wayne said, no, don't want to do it. Why not? Well, it's kind of an end of the West Western, Pete, and I'm not ready to hang up my spurs yet. And I said, well, but you don't die in it. No, but everybody else does. I said, well, I really want you to do it, Duke, and I'm going to have to wait till you make up your mind to do it because it's a really good piece of work. No. I found out later that John Ford had told him not to do it. He died in 73. This was 72. Yeah. And he wasn't about to give me John Wayne, Jimmy Stewart, and Hank Fonda on his deathbed. So he said, don't do it, Duke. So Duke didn't do it. So I told Jimmy, I remember, I said, well, Duke's not going to do it, Jimmy. He said, well, if Duke's not going to do it, then why do I let the horses go?
And that was the end of that. The studio said, why don't you do it with somebody else, Kirk Douglas or Burt Lancaster or somebody? I said, no. There's only one John Wayne, and if he doesn't want to do it, I don't want to do it. You know, I believe in I like the star system of old because the actors had personalities, and you could write for that. So I said to Larry, look, I'm not going to do this. Why don't you write it as a novel? And he didn't say anything. 13 years later, I found out later he went to Warner Brothers, paid $85,000 to get the rights back, and he wrote the novel, and it won the Pulitzer Prize. And it was a huge bestseller, Lonesome Dove. It was made as a television miniseries. They asked me to do it. I said, no, I don't want to do it. So that was that. It was too bad. It was a very popular book, and he wrote 2 sequels. So it was good for him. It wasn't particularly good for me. Just about this other film that I was going to make. There was a picture called, there was a novel a friend of mine wrote called Paradise Road. It was set in Las Vegas. And another fellow wrote a script that was also set in Las Vegas, and I took the book and the script and I combined certain things. I knew Sinatra a little bit, and I told him about it, and he said he liked the idea. It was about a bunch of degenerate gamblers. Sinatra was at the head of it, and he had about 5 guys with him all the time. Jimmy Stewart, Charles Aznavour, Dean Martin, and believe it or not, Jerry Lewis, who they were not a team anymore, of course, they were broken up. Then I was sitting with Sinatra in Palm Springs, and there's a girl in the story who obviously patterned after Ava Gardner. And we were talking about who should we cast in the part. So I'm sitting like this across the table with Frank in his place at Palm Springs. And I said, how about Ava? Well, Ava was the love of his life, and he lost her. She was the one that got away, you know. So what passed through his eyes, I could see, first he was going to kill me for asking that question. And then he got respect for me for asking the question, all in the space of a few seconds. And he said, too close to home, kid. So I said, how about Sophia? He said, Sophia's fine. So we agreed on Sophia Loren. The whole idea is that they have a casino, they own a casino, and in the first scene, they lose it in a poker game. Frank loses the casino. At the end of the picture, they get the casino back, and they get a lot of money. And Dean says, bring the money, I want to see all the money. So they bring all the money into the lounge, and they pile it all, several $1 million, in the middle of the room. And Aznavour is sitting at the piano playing, and he starts to sing, yesterday, when I was young, and I was going to cut to each of the faces listening. It was going to be dynamite ending. Would have been great. I see the picture in my head. I remember the thing very well. The scenes were good. Well, anyway, it didn't. Well, Frank's people screwed it up. Frank's lawyer screwed it up. It was a good movie. The Western was good too. But what can you do? Aimé César, c'est son nom. Les frères Cohen, eh bien, livrent à leur tour leur film consacré au 7e art. Joël et Étienne ont jeté, bien évidemment, leur dévolu sur l'histoire d'Eddie Mannix. Regardez. Bless me, Father, for I have sinned. How long since your last confession, my son? 27 hours. Voici Eddie Mannix. Mannix est fixeur pour les studios Capitol. Son job, régler les problèmes de ses employeurs, mais aussi ceux des acteurs, de la réputation d'une comédienne reine du ballet aquatique à l'enlèvement d'un acteur de péplum. Hail Caesar is a prestige picture with one of the biggest stars in the world, Baird Whitlock. Avec Aimé César, les frères Cohen livrent à leur tour leur film consacré au 7e art, sans pour autant verser dans une quelconque nostalgie d'un âge d'or hollywoodien, selon Thomas Hottinel. Il m'a semblé, par exemple, dans la séquence d'ouverture qui fait penser à certaines séquences de Scorsese, que les Cohen se moquent autant de leur propre génération, ou celle qui les a immédiatement précédées, celle de Scorsese, celle de Coppola,
que des grands maîtres, Hitchcock, Ford ou Howard Hawks ou Cukor. Donc c'est un film qui est résolument moderne, qui n'est absolument pas nostalgique et qui ne célèbre pas inconditionnellement le cinéma comme le faisait par exemple La Nuit américaine. Mr. Mannix. What's up? The director can't find Baird Whitlock. Somebody slipped it under my door. We have your movie star. Pas de nostalgie donc, mais un entre-deux qui divise tout de même nos critiques. Si les références cinématographiques sont nombreuses et brillantes, la position des deux réalisateurs, elle, est un peu schizophrène. L'un des charmes de ce film, qui n'en manque pas à mon avis, c'est de se promener dans les genres cinématographiques au fur et à mesure que Eddie Mannix, le personnage principal, change de plateau. Donc il y a un péplum, mais il y a aussi une comédie musicale avec un numéro assez époustouflant que danse et chante Channing Tatum. J'ai l'impression que les frères Cohen sont vraiment entre deux tentations. La tentation de la satire, c'est-à-dire la part d'ombre d'Hollywood qui est incarnée justement par ce héros. D'un autre côté, effectivement, les frères Cohen tiennent à manifester leur amour pour Hollywood et l'hommage qu'ils leur rendent à travers ce film en pastichant de manière très brillante, très virtuose, les principaux genres hollywoodiens. Ça témoigne d'une absence ou d'une difficulté dans le parti pris. S'ajoute à tout ça, pour Jacques Mandelbaum, une difficulté à sympathiser avec le personnage principal, qui est finalement assez différent de la faune que l'on croise habituellement chez les Cohen. Peut-être est-ce lié au fait que ce n'est pas un personnage de victime, parce que ce qui marche très souvent dans l'humour, malgré tout hérité d'une certaine tradition juive, c'est le héros victime sur lequel tous les maux du monde tombent sur sa tête. Là, on n'est pas du tout face à un personnage comme ça, c'est un personnage au contraire qui est dans l'action, qui est dans l'ombre, qui agit sur les autres plutôt qu'il ne subit. Mr. Mannix, I know it sounds screwy, but someone's calling from the future. Good lord. Mi-pastiche, mi-satire, Ave César confère une image drôle mais ambiguë du cinéma hollywoodien. Sorti le 17 février. Essayons de mieux comprendre à présent d'où vient la menace d'une nouvelle crise financière mondiale. C'est notre éclairage du mercredi soir. Il est signé ce soir Donald Walter. Depuis le 1er janvier 2016, la finance et l'économie mondiale tremblent. Au cours du seul mois de janvier, la valeur des actions a baissé de 6% à Paris, de 23% à Shanghai et de 8% à New York. La panique boursière se double d'inquiétudes économiques, à tel point que le célèbre financier George Soros redoute le retour du krach de 2008. Alors, quelle est cette nouvelle crise globale ? Qu'est-ce qui menace encore une fois la stabilité de la croissance ? Au départ, il y a le ralentissement chinois. En 2 décennies, la Chine est devenue l'usine du monde grâce à sa main-d'œuvre bon marché. Elle a tiré toute l'économie mondiale pendant cette période. Mais cet essor s'est accompagné d'une hausse des salaires, ce qui a rendu les entreprises chinoises moins compétitives. Résultat, l'investissement et la production ont subi un coup d'arrêt que les statistiques officielles masquent partiellement, pour l'instant. La croissance 2015, annoncée à 6,9% par Pékin, serait en réalité 2 à 3 fois moins élevée. Du coup, quand l'usine du monde réduit sa cadence, elle a besoin de moins d'énergie. L'effet domino se met en place, les prix des matières premières partent à la baisse, et notamment celui du pétrole. Effectivement, l'or noir qui culminait à 110 $ le baril en 2013 est depuis passé sous la barre des 30 $. Une chute accentuée par l'augmentation globale de la production. Autre maillon de la réaction en chaîne, les pays émergents. Ils étaient les grands pourvoyeurs de matières premières pour la locomotive chinoise et dans le sillage de leurs précieux clients, ils calent à leur tour. Ce ralentissement est d'autant plus grave que pendant la période faste, ces pays se sont rarement préparés à vivre sans leur rente énergétique, minière ou agricole. Et puis, ces producteurs sont aussi des consommateurs, et ils sont friands de produits fabriqués dans les économies développées, tels que l'armement, l'équipement technologique
ou les produits de luxe. Conséquence, leur problème de revenus et donc de pouvoir d'achat devient aussi celui des économies développées. Or, ce renversement se produit sur un terrain à haut risque. On peut le voir sur ce graphique qui montre ici la position des pays en fonction du niveau de la dette de leurs entreprises et ici la hausse de cette dette depuis 2008. Anticipant une croissance continue, les entrepreneurs des pays émergents se sont fortement endettés ces dernières années. C'est le cas en Chine où cet endettement dépasse les 160% du PIB, soit une hausse de 60 points depuis 2008. Les experts du FMI l'ont souligné dans un rapport, les crises précédées par un excès de dette privée sont plus profondes que les autres. Du côté de l'Occident, c'est plutôt la dette publique qui inquiète. Son niveau historiquement élevé est associé à un fort chômage, un effondrement de la productivité et un vieillissement de la population. Si bien que la croissance des nations développées n'a pas retrouvé son niveau d'avant 2008. Voilà donc de quoi rendre nerveux les marchés financiers, et ils le sont d'autant plus qu'ils souffrent d'un excès de liquidité, autrement dit de trop d'argent. Comme le montre cette courbe de la masse monétaire aux États-Unis, les banques centrales ont injecté des quantités phénoménales de liquidités sur les marchés depuis la crise de 2008, dans l'espoir de relancer l'économie. Aujourd'hui, ces liquidités représentent 30% du PIB mondial, contre 6% à la fin des années 90. L'ennui, c'est que cet argent n'est pas injecté dans l'économie réelle. Les liquidités restent sur les marchés et se placent là où la rentabilité est la plus élevée, et par exemple sur les actions. Les sommes en jeu sont si énormes qu'avec les moindres fluctuations de l'offre et de la demande sur les marchés, les déplacements de liquidités peuvent provoquer des mini-cracks. Le même syndrome touche aussi le cours des monnaies des pays émergents, comme le rouble russe ou le réal brésilien. A l'inverse, là où elles sont investies en masse, les liquidités contribuent à la formation de bulles spéculatives. Or, la crise de 2008 a rappelé que l'explosion des bulles financières peut également entraîner les pays dans une forte récession bien réelle. Demain, un reportage exceptionnel consacré à la Norvège, une côte à nous couper le souffle. À 23h50, ce sera la rediffusion du Grand News. Pour ma part, je vous retrouve demain à 20h15. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur News TV. À demain.